Plus de 60% de la Norvège est composée de montagnes, de lacs et de tourbières. Par ailleurs, 37% de la surface du pays est composée de forêts et seulement 3% de terres cultivables. La faune et la flore de ce type d'environnement naturel relèvent la complexité et la magie de notre monde vivant. Nous allons donc étudier de quelle manière les relations entre les êtres vivants dessinent les liens au sein de la forêt norvégienne. Aujourd'hui, notre équipe de scientifiques est partie à Rødtvet, un quartier d'Oslo en Norvège, pour analyser différents écosystèmes et mettre en avant les rapports entre les espèces, ces liens merveilleux qui structurent la vie. Bonjour, je m'appelle Matteo Nicoletti et je suis un chercheur de microbiologie et qui est venu aujourd'hui avec d'autres collègues scientifiques pour analyser les différents écosystèmes de la forêt d'Oslo. Comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés à l'écosystème qu'on a appelé écosystème numéro 1, qui a une faible couverture forestière, ce qui va amener le soleil à illuminer énormément la partie basse du terrain et ainsi développer énormément de densité en termes d'herbes basses. Et nous notons aussi que le niveau de dénivelé est très faible, ce qui va amener justement à l'eau à ne pas s'écouler et ainsi rendre le terrain très humide pour favoriser certains types de plantes à se développer. Dans cet écosystème, nous avons trouvé différents types d'interactions entre les espèces y appartenant, comme par exemple les champignons, par leurs longs filaments souterrains nommés mycélium et les racines des arbres. Ce réseau mycorhizien va s'attacher aux différentes plantes et leur permettre d'absorber plus d'eau de pluie. En contrepartie, les plantes vont donner de la matière organique afin de nourrir les champignons et faciliter leur développement. Ce type d'échange est une symbiose car les deux êtres vivants bénéficient de cette relation biotique. Ensuite, notre groupe de chercheurs a poursuivi vers un deuxième écosystème que nous avons appelé justement écosystème numéro 2, qui a de nettes différences abiotiques par rapport au premier. C'est-à-dire, la première qu'on peut noter est la concentration couverture forestière, qui est beaucoup plus élevée ici, ce qui va donc laisser pénétrer beaucoup moins de lumière pour les plantes du sol, mais va laisser profiter aux arbres beaucoup plus hauts de lumière. On compte aussi très bien que le sol est sec et il est justement lié au fait que cette zone-là a beaucoup plus de dénivelé que la première, ce qui va ainsi faire écouler l'eau beaucoup plus facilement et ne pas laisser le terrain humide. Et nous observons aussi que les arbres sont plus ou moins positionnés dans la même place et sont plus ou moins du même calibre, ce qui nous a fait en déduire qu'ils ont été plantés artificiellement par l'homme pour une raison, on imagine, de stabilité du sol, du terrain, etc. Avec une importante source de nourriture, cet espace est favorable à une plus grande concentration de prédateurs. Par exemple, ces buissons de myrtille que l'on trouve ici sont en interaction biotique avec certains animaux qui se nourrissent de leurs fruits. Ces amateurs de baies vont ainsi répandre leurs graines dans leurs excréments. Cette action sera bénéfique pour les deux êtres vivants, c'est ce qu'on appelle une interaction coopérative. Dans ces écosystèmes, nous avons aussi trouvé d'autres espèces qui, même si elles paraissent insignifiantes, cachent une réelle importance pour la propreté du milieu. Il s'agit des opillons, arachnides de fine dimension, camouflés dans cette grande forêt. Omnivores, ils peuvent manger tout type d'insectes, végétaux ou même détritus présents dans la nature, jouant un rôle d'éboueur essentiel à la circulation de la matière. Notre équipe arrive dans un nouvel écosystème. Il s'agit d'une tourbière qu'ils vont analyser pour nous révéler tous les détails. Donc alors ici, on est dans un nouvel écosystème. Donc ici en particulier c'est très spécial, c'est une tourbière. Donc une tourbière c'est quelque chose vraiment très spécial parce que c'est une zone super humide qui va garder beaucoup de carbone. Donc on appelle ça aussi un puits à carbone qui est très humide avec beaucoup d'eau. Donc là on a principalement des mouches, donc beaucoup de mouches, notamment les sphaignes en surface. Et ces mouches là elles arrivent à pousser dans l'eau mais elles se décomposent vraiment très lentement. Ce qui fait que c'est très peu fertile pour les arbres. Et les arbres ne peuvent pas pousser dans l'eau. Donc en fait on a une zone où il y a vraiment peu d'arbres et juste des plantes vraiment aquatiques en quelque sorte, ou des plantes qui peuvent pousser dans un très fort taux d'humidité.
dans ce système-là, on a vraiment des relations biotiques très très spéciales parce que c'est un écosystème vraiment spécial à lui-même, la tourbière. Donc notamment ici par exemple, on a beaucoup de plantes carnivores qu'on appelle les Drosera qui, elles, arrivent à se nourrir en dehors du sol parce que c'est une plante qui a évolué en dehors du sol. Elle a réussi à se placer sur la tourbière, donc elle n'a pas besoin vraiment de l'eau, elle n'a pas besoin d'avoir ses racines dans les minéraux pour pouvoir grandir. Donc c'est grâce à ça, au fait qu'elle soit carnivore, qu'elle arrive à évoluer dans ces écosystèmes-là. Elle peut manger de petits insectes, des moustiques, toutes sortes de petits insectes en fait qui vont venir se coller sur elle et elle va en fait la digérer. Et donc en fait c'est parfait pour elle aussi parce que cette zone justement qui est très humide, elle est propice au développement des insectes, notamment les moustiques, toutes sortes d'insectes qui vont se reproduire dans l'eau et qui ont besoin d'humidité. Donc c'est aussi une zone très très peuplée en êtres vivants, sauf dans la couche de sphaigne en dessous qui est morte. Donc là c'est complètement mort, il n'y a rien du tout. De retour au laboratoire, les scientifiques analysent les échantillons trouvés sur place. Les sphènes sont observées au microscope et leur monde secret se révèle à nous. Ceci illustre une autre échelle dans les relations entre les espèces et leur milieu. Ces sphènes microscopiques permettent, grâce à leur photosynthèse, d'alimenter tout un univers. Même des êtres vivants, tels que des bactéries, créent des interactions essentielles pour le maintien de l'écosystème. Du plus petit être vivant au plus grand prédateur, chacun a un rôle primordial à jouer. Ce monde microscopique est tout aussi vaste et complexe que celui des écosystèmes à taille humaine, mais est souvent méconnu et négligé par le grand public car invisible à l'œil nu. Finalement, nous avons analysé une belle diversité d'écosystèmes, une tourbière, une forêt plus dense et une forêt plus ouverte, pourtant très proches des zones urbaines et industrielles de la ville d'Oslo. Nous avons découvert que ces relations au cœur des écosystèmes sont le point clé pour les comprendre. En effet, si chacun prenait le temps de percevoir le monde vivant autrement, nous pourrions changer notre rapport à la nature. Ceci est essentiel pour parvenir à mieux la protéger. D'ailleurs, lorsque les humains introduisent sans le savoir des espèces, celles-ci peuvent se révéler invasives et menacer les équilibres fragiles sur lesquels toute cette beauté repose.